cofondateur de The Green Data. C'est une société qu'on a créée il y a 3 ans. On est donc des ingénieurs qui venons pas du secteur agri-agro et on vient appliquer en fait, on va dire des bonnes pratiques algorithmiques qui viennent d'autres secteurs, typiquement de la simulation, de la prévision, de l'optimisation sur le secteur agri-agro. Voilà, et moi ma conviction depuis le début, c'est que l'intelligence artificielle, l'algorithmie, le traitement de données, c'est extrêmement porteur de valeur sur le secteur agri-agro pour simuler des risques, simuler des récoltes, simuler des plans, des planifications, simuler des approvisionnements d'usines. Et en fait, le fait que le secteur agricole et agro-industriel soit un secteur qui est très complexe, très inhomogène, très hétérogène, très ancré au territoire, avec beaucoup d'aléas, beaucoup de risques, en fait, ça en fait un terrain tout à fait intéressant et je dirais de prédilection pour l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, une intelligence artificielle qui s'attaque à des problèmes simples, en général, elle ne trouve pas grand-chose. Par contre, quand une intelligence artificielle essaye de battre le champion de Go, en général, elle y arrive. Donc plus c'est compliqué, plus c'est volatile, et moins l'esprit humain est capable de l'appréhender de manière simple, plus on va pouvoir développer des outils à valeur ajoutée qui vont pouvoir aider les gens, aider les agriculteurs, aider les experts sur les chaînes agro-industrielles à mieux travailler, à prendre de meilleures décisions, à maîtriser les risques et à mieux collaborer. Est-ce que concrètement, il y a de la valeur à récupérer justement dans ce croisement des données ? Alors oui. Le secteur agricole a ce site particulier que c'est un secteur où les données sont extrêmement fragmentées, ce qui n'est pas anormal. Dans une usine, toutes les données sont au même endroit, vous avez des lignes de production, vous avez des capteurs partout, donc ce n'est pas anormal que les outils intelligents, les outils algorithmiques aient été les premiers mis en place dans des environnements contrôlés. L'aéronautique, l'automobile, l'énergie, etc. Tout ça, ce sont des secteurs où vous pouvez avoir accès aux données de manière massive, rapide, etc. Quand vous rentrez dans le secteur agricole, les données, elles sont difficiles à aller chercher. Elles sont un peu partout. Elles sont chez monsieur qui fait des GPS, elles sont dans les données satellites, elles sont dans les banques, elles sont dans le contrôle laitier, elles sont un peu partout, elles sont chez l'agriculteur lui-même. Donc en fait, on arrive dans un environnement qui est en fait très hétérogène et très ouvert. Donc, une des valeurs à créer, c'est effectivement dans le croisement de données. Dans le croisement de données entre les différents acteurs du secteur agricole. Mais moi, ce que je crois aussi beaucoup, c'est qu'il faut croiser les données entre les usines et le secteur agricole. C'est-à-dire qu'il faut croiser les données dans des logiques de filière. Alors, je peux vous donner un exemple sur lequel on travaille et qui est assez parlant. On travaille sur la production des frites. Bon, pour produire des frites, pour produire des bonnes frites, certains me comprendront dans la salle, pour produire des bonnes frites, il faut des bonnes patates. Bon. Vous avez un spécialiste de la frite juste à côté, là. Comment ? Non, de l'autre côté. Emmanuel, il produit des frites en sachet. Voilà. Donc, bon, Emmanuel, voilà, donc on va pouvoir collaborer sur le sujet de la frite. Bon, pour produire des bonnes frites, il faut des bonnes patates. Qu'est-ce que c'est que des bonnes patates ? C'est des patates de la bonne taille, plutôt homogènes. Bon. Or, concrètement, imaginez, vous êtes un approvisionneur d'usines de frites, et j'en ai rencontré un. C'est un cauchemar d'approvisionner une usine en pommes de terre. C'est un cauchemar parce que c'est une complexité folle. Vous avez en face de vous 300 000 tonnes de patates, dont pas une n'est semblable à une autre. Vous avez des patates longues, des patates petites, vous avez des patates, il y en a qui ont des défauts, d'autres qui ont une couleur verte, le tout étant stocké chez des agriculteurs, avec des prélèvements qui ne sont pas fiables, et le tout dans un univers où vous récoltez en novembre, il faut les utiliser jusqu'en juin, donc vous avez en plus les patates qui se dégradent dans vos stocks. Bon, vous imaginez comment il faut organiser la planification d'approvisionnement. Donc en fait, tout se fait à l'instinct. Tout se fait à l'expertise, tout se fait à l'instinct. Et moi, je suis convaincu qu'en croisant des données d'usine, c'est-à-dire des données d'environnement contrôlé avec des exigences extrêmement fortes en termes de qualité, en termes d'ordonnancement, de prévision de planning, etc., et des données agricoles qui vont pouvoir permettre de simuler de manière agronomique les conditions de stockage, etc. En arrivant à croiser les deux, vous arrivez à optimiser la chaîne globale. Mais aujourd'hui, personne ne le fait parce que c'est trop compliqué. Et ça va permettre de le faire. L'intelligence artificielle, l'algorithme, ce sont des technologies qui vont permettre aux experts de mieux travailler, de prendre de meilleures décisions
et de capitaliser sur leur expertise. Emmanuel Vauquelin, vous confirmez, en tant que producteur de pommes de terre? Oui, je confirme, oui. Ouais. C'est pas évident à avoir des pommes de terre toujours homogènes. Et ça se fait à l'intuition un peu quelque part, à la gestion? Non, on essaie de choisir des pommes de terre les plus rondes et ayant la forme la plus homogène possible pour éviter tous les déchets, quoi. D'accord. Raphaël Appart, comment vous réagissez par rapport à ce qui vient d'être dit? Écoutez, moi j'ai démarré cet après-midi un peu inquiet et très heureux, un peu inquiet parce que je ne comprenais pas la moitié des questions que vous avez posées. Donc, et heureusement que je les ai posées alors. Très, très simplement, mais aussi très heureux parce que très vite, on parle d'un sujet qui est technique et très vite, on parle de création de valeur et de création de valeur utile. Et ça, je suis très heureux parce que c'est l'occasion d'affirmer la posture du Créaricole qui est de dire, devant une véritable révolution, hein, certains comparent à l'électrification des campagnes à une époque. Pour nous, l'intelligence artificielle, c'est un peu le même sujet. C'est à la fois comment on la rend, comment on rend ces évolutions technologiques disponibles et partout sur notre territoire, et puis comment on les rend utiles. Et très simplement, faire aussi vite le lien entre des technologies nouvelles et la valeur ajoutée pour nos clients, ce qui est notre obsession, c'est intéressant. Et commencer cet après-midi par l'agriculture, je trouve que c'est un signe, évidemment, quand on s'appelle Créaricole, qui est important. Et puis, peut-être un point aussi qui fait partie je pense que c'est une remarque qui est assez évidente déjà avec ce tour de table, et puis les présences tout à l'heure, et vos réponses et les parcours. Quand vous êtes présenté et répondant aux questions tout à l'heure, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une occasion assez formidable vous avez parlé de croisement de données, moi je trouve vraiment de croiser des intelligences, de rassembler des intelligences, et Serge Magdelaine, qui est le patron de notre informatique, dit souvent de parler d'intelligence augmentée plutôt que d'intelligence artificielle. C'est-à-dire de rassembler ces intelligences, de regarder avec des regards différents, des expertises différentes, un même sujet, et bien immédiatement ça crée de l'intelligence. C'est-à-dire que là où on pouvait penser à un moment donné que l'intelligence artificielle c'était finalement un recul de l'humain, où on se disait finalement est-ce que la machine ne va pas dépasser l'humain, et bien non, ça oblige l'humain à créer de la valeur, à imaginer autrement, à regarder autrement, et ça c'est extrêmement intéressant. On le vit déjà dans le domaine de la santé, c'est très concret, entre des objets connectés, santé, le lien avec la médecine. On le vit dans le secteur de l'automobile, et bien allons-y, avançons, et que ce soit au profit de l'agriculture, je veux dire, c'est une belle mission et un bon objectif pour nous. Et si on s'intéresse à votre métier en tant que banquier, concrètement, qu'est-ce que ça apporte l'intelligence artificielle? Écoutez, notre métier qui est de banque et assurance, j'allais dire, si on se dit que le data, puisqu'on parlait des données, est au cœur du sujet, les assureurs sont très habitués à travailler avec les données depuis des années, puisqu'ils ont pratiquement inventé la science des données. Donc quand on parle, pour un assureur de données, c'est meilleure maîtrise du risque, par une meilleure analyse de l'ensemble des données. Et on peut se dire d'ailleurs que si on confronte, même exemple que tout à l'heure, un peu plus des données liées à des aléas, à des caractéristiques locales d'exploitation, on peut améliorer l'appréciation d'un risque, donc son prix, et au passage d'ailleurs aussi un prix pour un client. Donc on peut améliorer une efficacité à la fois pour l'assureur et pour le client. Pour ce qui est de la banque, métier que je connais un peu mieux, il y a au moins deux grands chapitres qui est nos fonctionnements. L'intelligence artificielle est déjà au cœur du quotidien. Je crois qu'on accueille M. Villani, on peut l'applaudir. Alors très simplement, il y a dans nos fonctionnements, évidemment, nous utilisons déjà aussi des robots pour améliorer et faciliter nos tâches, améliorer notre efficacité au quotidien, et donc améliorer aussi l'accès à nos clients à nos services. Et puis très simplement dans la logique de conseil, mais on pourrait revenir tout à l'heure si vous le voulez, parce qu'évidemment quand on dit libérer nos conseillers de tâches, ça veut dire aussi donner plus de place à leur intelligence et donc au conseil quand devant des approches complexes. Mais peut-être je profite de l'occasion, on pourrait donner la parole à Serge Magdelaine, qui est le patron de l'informatique pour les caisses régionales. Il y a un micro qui vient vers vous. Pourquoi le Créaricole est très engagé et ouvert sur ces nouvelles technologies. Il faut que vous vous présentiez en regardant la salle. Oui, donc Serge Magdelaine, je suis en charge de l'informatique et du digital pour les caisses régionales. Je me disais en vous écoutant que si l'intelligence artificielle c'est la nouvelle ruée vers l'or, l'informatique et la data c'est le marchand de pellets de pioche, quoi.
Et effectivement, l'outil principal pour faire de l'intelligence artificielle, de notre point de vue, c'est la data. Et au Crédit Agricole, on investit beaucoup sur ce sujet-là. Presque paradoxalement, vous pourriez penser qu'une banque ancrée sur ses territoires, avec des agences physiques, des collaborateurs, se préoccupe peu de la data. C'est le contraire. On a une stratégie qui est simple, c'est tout est data. Que ce soit les données clients que les clients nous confient et auxquels on attache une importance très très forte, mais aussi un courrier papier de réclamation qu'un client nous envoie, c'est de la data. La température d'un serveur sur un de nos data centers qui s'élève, c'est de la data dans la méthodologie prédictive de son dysfonctionnement. Et finalement, donc tout est data. Et on est en train de fabriquer un énorme data hub qui permettra de collecter cette data, de la qualifier, de la stocker et demain d'y greffer des applicatifs d'intelligence artificielle, comme le disait Raphaël, toujours dans une optique simple, améliorer l'expérience utilisateur pour nos clients. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pouvait-on raisonnablement faire un débat sur l'intelligence artificielle sans avoir Cédric Villani qui est venu, et on le remercie malgré un emploi du temps assez chargé, médaille Field 2010, on vient d'en parler, député La République En Marche, et surtout, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes auteur du rapport sur l'intelligence artificielle. Pourquoi avez-vous choisi parmi les 4 secteurs l'agriculture ? Parce que c'est un secteur dans lequel on a à faire face, d'une part, à une grande variété de situations, un grand nombre de paramètres, une certaine imprédictibilité et donc une nécessité d'évoluer. Si vous devez planifier le moment où il faut faire la récolte, le moment où il faut surveiller ceci, cela, en fonction des conditions météo, en fonction du moment où vous en êtes dans l'année, il va falloir évoluer. Et donc, vous êtes parfaitement dans les conditions d'application de l'IA. L'IA, qu'est-ce que c'est ? L'IA, c'est rien d'autre que de l'algorithmique sophistiquée. Et quand on cherche une définition plus élaborée, plus maligne et tout ça, on se prend les pieds dans le tapis. Il y a longtemps, on avait en tête l'IA pour l'IA, justement. IA comme une façon d'imiter les processus intelligents que nous avons l'illusion d'utiliser nous-mêmes. Mais après, on a changé d'objectif et on s'est dit, après tout, si on veut une IA au service de l'humanité, on va chercher à faire à l'IA des tâches qui vont nous aider. Nous faire des travaux à notre place quand ils sont durs, pénibles ou compliqués. Et puis faire des prédictions pour nous aider. Des prédictions et tout ça. Et on va chercher à l'appliquer préférentiellement dans une situation où la décision, l'analyse dépend d'un grand nombre de paramètres, de sorte que vous avez du mal à les incorporer tous. Se personnalise, ça va dépendre de la situation. Et puis a besoin d'évolutivité, d'apprentissage. Soit qu'au fur et à mesure que vous avez plus de connaissances, vous voulez que la solution évolue, soit que vous voulez qu'au fur et à mesure de sa mise en œuvre, ça évolue. Et bien sûr, en agriculture, on a tout ça. Alors, en plus, on va dire, on est dans le cadre d'un contexte de rapport à faire au gouvernement. Et quand vous êtes dans un tel contexte, vous devez vous demander qu'est-ce qui est important, travailler sur l'IA pour un peu un gouvernement abstrait, et puis après, dans le cas de la France en particulier, sur quoi on va insister. Et l'agriculture, c'est un des domaines qui font partie de l'identité de la France. Lié aussi à l'environnement, sur lequel on a insisté, parce que l'environnement, c'est un domaine dans lequel la France a voulu se montrer leader et entraîner les autres. Et donc, on avait tous les ingrédients requis. Alors après, ce qui est important, c'est que tout ce que je viens de dire, ça doit encore se décliner sur le terrain de façon efficace. Et vous avez des domaines dans lesquels on sait faire, il y a un suffisant degré de maturité pour lancer un développement de type R&D, et d'autres dans lesquels on est encore à un stade beaucoup plus expérimental. Prenez l'éducation. Éducation, c'est tout ce que je viens de dire, et encore plus même. Mais pour l'instant, on a le plus grand mal à faire de l'IA qui tourne. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que l'éducation, parce que les cycles de temps pour apprécier les effets sont longs, etc. etc. Et en agriculture, en revanche, on voit déjà un certain nombre d'applications qui tournent, qui fonctionnent bien. On peut faire les expérimentations. Une des raisons, c'est qu'il y a moins de défiance entre les agriculteurs, ou du moins une partie des agriculteurs et les développeurs de logiciels, que ce qu'on peut trouver entre les établissements scolaires
et les développeurs logiciels. Il y a beaucoup moins d'autorisation à demander. Vous êtes agriculteur, vous lancez votre expérimentation en avant. Vous êtes enseignant, vous voulez lancer l'expérimentation, c'est toute une affaire. Et puis, c'est plus facile d'appréhender les cultures que d'appréhender les élèves. C'est très très dur de savoir exactement selon quels critères un élève a progressé, comment on va le motiver, etc. C'est plus facile d'apprécier une culture. Et donc, pour ces raisons et d'autres certainement, on voit des applications en agriculture qui ont déjà commencé à se développer, de sorte que on est à un stade de développement bien plus mature que sur l'éducation. Vous avez entendu différents experts, hein, j'ai vu votre rapport. Globalement, on est encore dans la course à l'intelligence artificielle, la France? Sur certains secteurs, oui. Sur d'autres, il va falloir pédaler dur. Sur la recherche, on a à rougir devant personne. Les solutions logicielles qui sont développées par les cerveaux français sont parmi les meilleurs du monde. Et d'ailleurs, il y a plein de cerveaux français aux manettes dans les meilleurs laboratoires d'intelligence artificielle du monde. Le fondateur du laboratoire de Facebook à Paris est un Français. Le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Google à Zurich est un Français, etc., etc. Mais sur la partie développement industriel, nos startups, nos entreprises, là, on est loin derrière le peloton de tête qui, pour l'instant, est dominé par les géants, surtout américains, mais aussi asiatiques, qui sont arrivés très forts et qui ont avec eux une telle puissance. D'abord, ils sont sur le bon état d'esprit par rapport au pouvoir de la tech pour transformer la vie. Et ensuite, ils ont une telle puissance dans le porte-monnaie qu'ils peuvent acheter les meilleurs experts, acheter les meilleures machines et se constituer eux-mêmes via leur énorme réseau de clients, leur très grande base de données. Ce qui veut dire que, et ça il faut bien insister, l'intelligence artificielle a connu un tournant historique à un moment, quand on est passé de méthodes malines, fondées sur les causes et les conséquences, genre s'il pleut davantage alors faites ceci, s'il pleut moins faites cela, etc. Un système expert, comme on dit, où vous auriez incorporé toute la sagesse et l'expérience acquises par les humains tels qu'ils ont pu la déterminer. Ça, c'était ce qu'on pouvait voir dans les années 70, 80, tout ça, où à un moment, ça a bien décollé, et puis après, ça a stagné. Et puis la nouvelle vague, qui était présente dès le début, mais qui a pris beaucoup plus de force dans les années 90, 2000, et encore plus 2010, basée sur des exemples. On ne cherche pas trop à comprendre pourquoi, mais on fournit à l'algorithme beaucoup de situations où ça marche, des situations où ça ne marche pas, et on le laisse apprendre de lui-même. Et cette seconde approche s'est avérée beaucoup plus efficace en général que la première. Le jour viendra où il faudra combiner les deux. Ça fait pas de doute. Mais cette deuxième approche, ce qui est important, c'est qu'elle se nourrit de ces fameuses données, data. Tout à l'heure, on parlait de la pioche pour aller chercher de l'or, en tout cas le matériel brut. L'idée étant qu'à travers des énormes échantillons statistiques, on cherche des corrélations. Au lieu de chercher des règles cause-conséquence, on cherche des associations qui permettent ensuite d'analyser finement les choses, de faire des prédictions. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai 36 autres exemples qui me montrent que quand la pluviosité est à tel niveau et quand on est à telle saison, alors il y a ça qui arrive, et puis tel et tel autre facteur et tout, je mets tout ensemble, voilà le résultat. Vous ne savez pas vraiment pourquoi, mais ça vous dit ça par analogie, si on veut. Donc en remplaçant beaucoup de causes-conséquences par de l'analogie. Et dans le cadre de ces... donc on comprend pourquoi il y a besoin de données. Ces données, évidemment, ça calibre les algorithmes et ça vous donne des réponses aussi précises que possible si votre base est très grande et aussi sans biais. La première manche de l'intelligence artificielle, elle s'est jouée sur les données personnelles. La première manche de l'IA statistique s'est jouée sur les données personnelles et elle a été remportée haut la main par les gigantesques fournisseurs de plateformes qui, avec tout leur réseau clients ou leurs réseaux sociaux, pouvaient avoir les bases de données phénoménales. Maintenant, il y a une autre bataille, un deuxième acte qui est en train de se jouer sur les données sectorielles. Les données qui, elles, se retrouvent chez les entreprises. Et les entreprises ne vont pas mettre leurs données sur Facebook ou sur Twitter, elles les gardent dans leur registre, parfois elles les gardent jalousement. Ces données, c'est des données qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les registres des médecins, qui sont dans les décisions de justice, qui sont dans les registres des agriculteurs, qui sont partout où les métiers sont. Et ici, un enjeu pour la puissance publique. Qui va faire partie de cet écosystème? Est-ce que ça va être
des acteurs nationaux ou européens, ou est-ce que ça va être les grands acteurs dont on a déjà parlé, les Américains, qui sont des gens très bien, mais dont on n'a pas envie qu'ils se retrouvent en position dominante ou monopolistique. Et la stratégie naturelle des grands acteurs américains, et on ferait la même chose si on était à leur place, c'est d'aller passer contrat après contrat avec tous les grandes, les petites entreprises agricoles en disant venez, on va vous former, on va vous expliquer, l'IA c'est facile, nous on sait faire, passez-nous vos données et on s'occupe du reste, et vous aurez quelque chose qui sera au meilleur niveau mondial. C'est séduisant vu comme ça. Sauf que si tout le monde fait comme ça, on se retrouve avec toute notre économie numérique qui passe sous pavillon étranger. Et ça, c'est pas bon pour la puissance publique, c'est pas bon pour notre économie, c'est pas bon pour nous à la fin. Google l'a fait pour la FAO, je crois. D'ailleurs, il y a eu des échanges à un moment donné là-dessus. Il y a eu des échanges sur tous les niveaux. Il y a eu sur l'un des... Alors, il y a eu pas mal de... vous avez dit, j'ai pas entendu, Google l'avait dit pour... La FAO. Pour la FAO, oui. FAO. Absolument. Il y a eu... Ça a été une stratégie universelle et on les comprend. On ferait pareil à leur place. Mais il y a un moment où il faut se dire que des mots qui semblent parfois appartenir à une autre époque, tels que patriotisme ou priorité à des solutions européennes, des choses comme ça, en fonction du contexte auquel on l'applique, ça peut devenir une importance, voire une nécessité. Pour montrer aussi que sur ce genre de bataille, côté européen, on est beaucoup trop naïf, il faut bien voir, on a en tête que l'Amérique, c'est le continent qui vous parle de libéralisme, pas d'entrave au libre-échange et tout ce que vous voulez. N'empêche que c'est écrit dans le droit américain que chaque fois qu'un organisme public recherche une solution technique, technologique, innovante, il accorde une priorité aux acteurs nationaux. C'est dans la Constitution, c'est dans le droit américain, c'est pas la Constitution, mais c'est dans le droit américain depuis les années 30. N'empêche qu'il y a aussi une préférence systématique qui est accordée aux PME innovantes sur les grands groupes quand il y a lieu. N'empêche que dans le secteur militaire, par exemple, il y a toute une procédure dite ITAR qui fait que les États-Unis se réservent le droit d'interdire l'usage d'un dispositif dans le domaine de la défense dès qu'il contient des pièces qui ont été fabriquées aux États-Unis. Et donc il y a en fait en coulisses toutes sortes de mécanismes qui assurent un certain protectionnisme. Et côté européen, il faut qu'on arrive à garder ces réflexes-là aussi, à les reconstituer au plan culturel s'ils ne sont pas dans la loi. C'était dans le programme du candidat Macron la mise en place d'un Buy European Act qui donnerait préférence européenne pour les solutions dans certains secteurs stratégiques pour les solutions européennes. Et je pense que ce serait une excellente chose. Cédric, c'est une table ronde, donc je vous présente les autres intervenants. Comme ça permet de réagir en direct. Il ne faut pas hésiter à prendre la parole. Fabrice Tocco, donc cofondateur de d'AWEX. Raphaël Appert, premier vice-président de la Fédération nationale du Crédit Agricole. Jean-Baptiste Moreau, vous le connaissez. Emmanuel Vauquelin, donc il est agriculteur et puis il a toujours senti les marchés qui se développaient en agriculture. Il y a 20 ans, il a créé une entreprise dans le GPS, puis après dans l'IoT. Et Jérémy Weinstein, que vous connaissez, je crois, puisque vous l'avez entendu. Non ? Oui, c'était quand papa, je me souviens plus. Mon problème, c'est que depuis des années, je n'arrête pas de voir paquet de gens. C'est très intéressant, j'apprends des tas et tas de choses, mais il y en a tellement que ma mémoire d'humain n'arrive pas à retenir tous les visages. Vivement l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, oui, elle vous reconnaît un visage parmi des millions. On sait bien d'ailleurs que dans ces fameuses expériences de villes bien surveillées en Chine, on peut vous retrouver en quelques secondes où est telle personne s'il y a le bon réseau de caméras. Mais il y a des avantages aussi, l'imperfection humaine à bien des côtés. Il ne faut pas essayer de comparer les deux parce que c'est des ressorts très différents qui ont leurs avantages les uns les autres. Une certaine dose d'oubli peut être un grand avantage pour l'humain et à l'échelle de la société aussi d'ailleurs. Bon, on reprend la table ronde puisque juste avant, on avait vu un peu ce qu'était l'intelligence artificielle, les applications, la valeur qui pouvait être créée justement dans le croisement des données. Jean-Baptiste Moreau, comment vous réagissez à cette première partie ?
Alors, je ne suis pas du tout un expert d'intelligence artificielle, hein, c'est, à la différence de Cédric. Lui, en agriculture, je ne suis pas certain non plus. Je ne sais pas, mais voilà, mais c'est très intéressant ce qu'on a entendu lors de cette première partie. Et bon, j'ai déjà assisté à des exposés de Cédric, notamment quand il a présenté son rapport à l'Assemblée nationale. Je pense que l'intelligence artificielle est une grande chance pour l'agriculture, mais en préalable, ce que je voulais dire, c'est qu'on a... Et ça peut être très utile, notamment aux agriculteurs, comme on le disait, sur la prédictibilité de certains modèles. Alors, bon, j'ai pas les talents mathématiques de Cédric, j'ai une formation d'ingénieur agronome, donc j'ai fait un peu de maths quand même dans ma vie, mais aujourd'hui, ce qui empêche le plus, à mon avis, le développement de l'intelligence artificielle en agriculture, c'est la mise à disposition des données, et c'est, on va dire, le croisement des données, puisque aujourd'hui en agriculture, et notamment les agriculteurs enregistrent un grand nombre de données sur leurs exploitations, que ce soit en production de céréales ou en élevage, ou quels que soient les... Mais chacun a son logiciel, chacun a ses données chez lui, en transmet une partie à une base nationale. En élevage, c'est la BDNI, c'est un certain nombre de choses, mais il n'y a jamais de croisement entre ces différentes données, jamais de croisement entre ces différentes bases. Il y a des propriétés à différents niveaux entre les données, et je pense que l'intelligence artificielle serait particulièrement pertinente pour les producteurs en premier, d'ailleurs, hein, au-delà de tout ce qui est banque et assurance, où effectivement on comprend bien l'intérêt qu'elle peut avoir, mais même pour les producteurs dans la prédiction de récolte, prédiction de rendement, dans un certain nombre de choses qui seraient analysées de façon intéressante, mais il faudrait qu'elles puissent bénéficier de l'ensemble des données. Et aujourd'hui, c'est un peu le frein, moi, que je vois au développement de l'intelligence artificielle, et ce frein qu'il faudrait lever absolument, à savoir la mise en commun des données. Et ne serait-ce que, comme disait monsieur, par rapport aux filières, aujourd'hui, on a une demande de traçabilité. Ne serait-ce que ça pour revenir à autre chose que l'intelligence artificielle, mais au niveau traçabilité, il y a une demande du consommateur d'avoir une traçabilité depuis le producteur jusqu'au consommateur. On est aujourd'hui incapable de le faire, puisqu'il y a des niveaux de propriété de données différentes, mais même le producteur qui souhaiterait que ces données, par exemple, soient à disposition du consommateur, puisque dans la plupart des cas, il n'a aucun intérêt à cacher quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est excessivement compliqué de mettre ces données en commun avec des logiciels différents qui fonctionnent différemment et dont la propriété des données, on voit bien, par exemple, l'indexation de valeur génétique, elle n'est pas propriétaire de l'éleveur, elle est propriétaire des organismes de sélection. Je regarde quelqu'un qui connaît bien ce problème-là dans la salle. Donc voilà, il y a des niveaux de propriété différents de données qui empêchent en fait la mutualisation de ces données et leur efficacité, puisque aujourd'hui pour la donnée, elle ne sert à rien si elle n'est pas exploitée derrière et si elle ne sert pas à la fois au producteur pour améliorer ses conditions de production et à la fois au consommateur pour savoir ce qu'il consomme. Voilà, moi je vois ce frein-là principal aujourd'hui au développement de l'intelligence artificielle. J'ai 3 demandes, Cédric, Jérémy et Fabrice, dans l'ordre de la demande. Oui, ce que vient d'évoquer Jean-Baptiste, effectivement, est fondamental. Il faut des données, mais la donnée d'un cas individuel n'a aucune valeur. Zéro. Et c'est effectivement le croisement, la mise ensemble des données qui compte. Pas forcément le fait de toutes les mettre dans un même paquet. C'est la possibilité d'opérer, interopérer. Et il y a des mécanismes et des façons de faire, par exemple, dans lesquels on peut travailler sur vos données, même sans les récupérer. Mais il faut les autorisations. Et le premier thème qu'on voit encore et encore, qu'on a vu au long du rapport, c'est cette importance de mettre en place des plateformes de données sectorielles, c'est-à-dire qui s'intéressent à un secteur d'activité donné, un cas d'usage donné, qui soit aussi large que possible. Et là, la puissance publique a souvent un rôle important à jouer pour susciter la mise en place de cette plateforme. Et il ne faut pas confondre ça avec la question de l'exploitation, et souvent ce n'est pas la même entité qui doit s'occuper de mettre en place la base de données, la plateforme, et de faire l'exploitation. Parce que, en gros, une base de données, il faut que ce soit aussi bien normée, normalisée que ce qu'on veut, et efficace, mais après, l'utilisation, il faut que ça laisse la place à toutes sortes d'initiatives personnelles, en fonction des cas d'usage. Les usagers eux-mêmes, individuels, pourront avoir de très bonnes idées sur la façon d'exploiter les bases de données. Ensuite, pour faire une base de données sectorielle, vous avez toujours 3 grands défis à relever. Et on a entendu ça dans les auditions au cours de la mission, ça transparaissait. Le premier, c'est le défi technique. C'est de la technologie, il faut faire l'interopérabilité entre des logiciels différents, des formats différents, de matériels différents, qui sait quoi. Il faut mettre au bon niveau de sécurité, il faut vraiment du travail de base de données algorithmique.
Deuxième défi, c'est le défi éthique et juridique. Il faut vérifier que vous ne contrevenez à aucune règle, que vous êtes dans le respect de la vie privée, que vous avez les bons buts éthiques en tête et tout ça. Troisième défi, c'est celui de la confiance et de la gouvernance. Se mettre d'accord sur qui va partager ces données avec qui donne délégation à qui pour faire l'exploitation, bref, à qui en tant qu'humain on fait confiance. En pratique, on surestime toujours la difficulté du défi technique. À la fin, quand on s'y met, on y arrive. Et on sous-estime toujours la difficulté du défi de la confiance. Il peut très bien tout bloquer, et si vous prenez mal les choses, vous pouvez passer des années, vous n'arrivez quand même pas à faire parler les gens entre eux. Jérémy. Oui, alors moi j'ai deux réactions face à ce que dit Cédric Villani. La première, c'est que je constate quand même avec une certaine satisfaction non dissimulée, quand nous avons lancé les Agri Data Days en 2015, en disant que la data était au cœur du secteur agricole, etc., bon, nous avons eu assez peu de résonance quand même. Enfin, on a été au début... bon. Et ça me fait plaisir parce que je retrouve quand même dans votre discours les grands chevaux de bataille qu'on s'est escrimés à pousser sur le secteur, les plateformes sectorielles, les plateformes régionales même. Il y a un côté territorial dans l'agriculture qui est important, qui est que peut-être que finalement les plateformes collaboratives de data peuvent émerger de manière régionale. Voilà, une plateforme bretonne, une plateforme, etc. Parce que finalement, c'est des sujets qui sont très liés au territoire. Donc il y a voilà, le sujet de la data, de l'ouverture des données, de la collaboration des données est quelque chose qu'on a essayé d'évangéliser depuis 3 ans. Et je suis quand même assez satisfait, 3 ans plus tard, lors de cet événement, de voir que voilà, on n'avait pas complètement tort. Bon. La deuxième chose que je voudrais dire, et pour rebondir un peu sur ce sujet de la collaboration, c'est que je pense que l'intelligence artificielle dans le secteur agricole et dans le secteur agri-industriel de manière générale est une technologie collaborative avant tout. Ce n'est pas le cas de toutes les industries. Par exemple, je ne suis pas sûr que dans l'enseignement, l'intelligence artificielle soit dans une relation très collaborative entre l'élève et entre faire collaborer les élèves entre eux, je sais pas. En tout cas, dans l'agriculture, c'est très clair. C'est-à-dire que les gains de productivité des prochaines années, des 5 à 10 prochaines années, c'est dans la collaboration. Aujourd'hui, la sous-performance que vous trouvez sur les chaînes agri-industrielles, c'est des problèmes de collaboration, c'est des problèmes de silotage de métiers, des problèmes de silotage d'expertise, des problèmes de silotage de données. C'est les ventes de grains qui ne sont pas alignées avec la collecte de grains, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'approvisionnement de pommes de terre qui est très difficile à faire pour une industrie agroalimentaire qui, elle, est déjà outillée. Il y a même des gaps générationnels entre les différents métiers qui sont assez étonnants. Vous avez dans l'agriculture des pans entiers d'expertise qui sont faits par des gens qui n'ont pas d'outils, qui n'ont jamais capitalisé l'expertise et qui partent à la retraite dans les 5 prochaines années. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour capitaliser cette expertise, etc. Et c'est d'autant plus vrai que ce qu'a dit Cédric Villani sur les technologies algorithmiques s'applique en agriculture. C'est qu'en agriculture, vous êtes au croisement entre la statistique et l'expertise. Et vous n'avez pas assez de données pour faire que de la statistique, c'est-à-dire en gros, on ne peut pas faire que de l'imagerie satellite et que de la reconnaissance vision, on ne peut pas faire que du machine learning et du deep learning en agriculture, ça ne marche pas. Voilà. Et en même temps, il faut combiner l'expertise. Donc on est obligé de collaborer, on est obligé de rentrer dans des logiques collaboratives. Et c'est d'ailleurs ça qui est un peu compliqué dans ce secteur-là, parce qu'on sent beaucoup de crispation, de gens qui sont assis sur leurs données, qui ne veulent pas les partager, etc. Fabrice, si vous pouvez faire moitié plus court que Cédric et Jérémy, merci par avance, parce qu'on n'a pas donné encore la parole à Emmanuel. Il y a un cocktail, un match de foot ce soir, enfin vous voyez. J'allais rebondir sur tous les sujets. Il y a plein de sujets qui ont été évoqués, donc je vais parler super vite, je peux parler très très vite. Et bien il y a eu la question des places de marché, des plateformes d'échange de données. L'échange de données, effectivement, on pense tout de suite à la technique, c'est pas forcément la technique, c'est la confiance entre les acteurs qui vont échanger. Donc sur Dawex, alors je ne fais pas la pub de Dawex, mais c'est pour expliquer qu'on a intégré tous ces éléments-là, parce que ce sont ces éléments-là qui font la transaction de données. Donc c'est créer des infrastructures de données qui donnent la confiance entre ceux qui vont produire la donnée et ceux qui vont recevoir la donnée. Il y a aussi une question du juste partage de la valeur sur la chaîne de la valeur. C'est sûr que quand vous êtes un privé,
et qu'il n'y a pas une réglementation qui vous oblige à faire de l'open data, la question de libérer la donnée, c'est quelle est sa valeur? Est-ce que c'est juste qui va en tirer bénéfice? Et si quelqu'un en tire bénéfice, pourquoi j'en tirerai pas bénéfice? Donc il y a une question de répartition de valeur sur la chaîne de la valeur, quelle que soit la valeur de cette donnée. Il est impensable aujourd'hui que sur un service ou un bien, il y ait une concentration de la valeur sur un acteur. Et quand il y a une concentration de la valeur sur un acteur, il y a un problème, il y a une intervention. Sur la donnée, on est encore dans ce sujet-là, où la répartition de la valeur n'est pas claire, et surtout, elle est alors dans le secteur de l'agriculture avec les mastodontes et dans tous les secteurs d'activité, elle est tenue par les grands acteurs. Il y a la question de l'international. On parlait de la bataille mondiale. Effectivement, aujourd'hui, par exemple, il n'existe pas encore de plateforme ou de structure internationale d'échange de data. Il n'y a pas une plateforme qui a remporté le marché. Il n'y a pas le LinkedIn de la data. Il n'y a pas le Airbnb américain ou asiatique qui a remporté ce marché-là. Donc le marché est encore ouvert en Europe et l'Europe d'ailleurs pousse beaucoup dans ces directions-là. Et donc les échanges de données aussi intersecteurs. On parlait de croisement de données. Sur la plateforme, aujourd'hui, on observe que 80% des discussions entre entreprises, tout secteur sur Dawex, ça se passe entre des entreprises qui sont dans des secteurs d'activité différents. 80% d'entre elles ne sont pas dans le même secteur, sont dans un secteur différent. Donc c'est le croisement aussi des secteurs d'activité qui fait la richesse de la donnée. Ce n'est pas que la verticalisation, en fait. C'est ça, c'est un point important. Heureusement que vous avez fait court, merci. Emmanuel Vauquelin, vous êtes producteur de pommes de terre en Normandie, mais pas seulement, de céréales aussi. Concrètement, vous avez envie de la partager, votre donnée, vous? Moi, ça ne me dérange pas de partager la donnée à partir du moment où il y a création de nouveaux services et puis qu'il y ait des relations qui se créent entre les différents clients. C'est aussi le moyen pour moi ou pour nous de créer du chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, on a du mal à connaître le modèle économique autour de la donnée. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, je donne déjà beaucoup de données à tout le monde et que j'ai l'impression que le fait de posséder la donnée, c'est avoir un certain pouvoir. Et aujourd'hui, s'il y a valeur ajoutée qui est créée autour de la donnée, mais il faut savoir rétribuer l'agriculteur. C'est intéressant ce que vous dites. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que la donnée, c'est perçu comme le pouvoir, même si on ne sait pas encore exactement ce qu'on va en faire. Enfin, mais il y a une notion de pouvoir. Vous dites qu'historiquement, vous la donnez depuis longtemps. Vous disiez au contrôle laitier, justement, mais on peut citer d'autres instituts techniques, etc., qui collectent de la donnée. Et aujourd'hui, il y a plusieurs écoles dans le secteur agricole. Il y a ceux qui l'avaient et qui aimeraient bien continuer à la garder. Il y a ceux qui disent on va l'utiliser, on va mettre de la valeur ajoutée. Et puis il y a ceux qui sont très libéraux là-dessus. C'est quoi votre vision? Vous êtes prêt à la laisser passer du moment qu'elle a la valeur ajoutée? Oui, je suis tout à fait prêt à la laisser passer. Si moi j'y retrouve mon compte, si derrière on me rétribue pour le fait que je donne ma donnée, il n'y a pas de souci, je suis prêt à la partager. Par contre, moi je m'interroge quand même sur une chose. C'est notre donnée, elle est stockée où et elle va où? Ah, la souveraineté numérique. Cédric, tout le monde y voit clair là-dessus? Ça veut dire qu'on se parle bien de savoir effectivement quelle valeur ajoutée on va mettre, mais si jamais les ordinateurs sont aux États-Unis et puis qu'il y a un conflit entre les États-Unis et la Corée, qui a la donnée? Bon, il nous faut des solutions de stockage, de processing, de traitement des données européennes tout au long de la chaîne, à la fin. Il faut bien avoir conscience que quand on regarde l'ensemble des maillons de la chaîne, sur la plupart, il y a une domination très nette des continents autres que l'Europe, disons. Et par exemple, pour ce qui est du stockage et de l'hébergement, si on parle de serveurs, si on parle de cloud, il y a guère qu'un acteur européen de OVH. En gros, c'est celui qui se dégage, qui n'est pas encore au même niveau de sécurité, d'habitude client et tout ça que les géants Amazon et compagnie, mais qui tient son rang internationalement et dont c'est l'intérêt public européen qu'il prospère. Ce qui demande une certaine équation, parce que si vous mettez tout de suite votre champion sous perfusion en l'abreuvant de subventions, sa qualité va mécaniquement diminuer, parce qu'il aura moins besoin de se défendre sur la scène. C'est mathématique, voilà, je n'aurais pas dit mieux. Alors,
Ensuite, il y a des questions qui sont, voilà, qu'est-ce qu'on fait, où est placée la donnée? Ce qui est important, c'est à qui je la confie et qui me dit qu'elle va être bien prise en compte. Ça veut dire la confier à un acteur qui a un haut niveau de sécurité et de compétences, en ayant en tête que les solutions d'hébergement cloud, la motivation numéro 1 des entreprises pour y recourir, c'est la sécurité. C'est devenu très difficile d'assurer sa cybersécurité quand on n'est pas vraiment pro et confronté à des attaques sans arrêt pour s'entraîner. Donc il y a cette question-là, confier à un acteur qui est bien outillé. Ensuite, confier à un acteur qui est respectueux de la loi. Et il y a eu une évolution majeure il y a quelques semaines dans la loi, en tout cas dans le règlement européen qui s'est appliqué, c'est le règlement général de protection des données, qui garantit des principes fondamentaux avec à chaque fois des référents, des responsables sur la sécurité des données, sur l'usage des données qui sont nommés dans les entreprises, le droit à l'oubli, le respect de la vie privée, le fait qu'on utilise vos données que s'il y a consentement. Si vous donnez vos données aujourd'hui, vous savez que si l'entreprise utilise vos données pour faire un truc que vous n'avez pas prévu, elle est hors la loi. Et les amendes sont lourdes. Bon. Donc là, il y a dans la loi quelque chose qui a été bordé aussi. Maintenant, le vrai problème délicat, c'est celui des modèles économiques et liens de confiance. Et cette chose dont il faut bien avoir conscience, qu'il y a cette question paradoxale de la donnée. Ma donnée, toute seule, n'a aucun intérêt pour un algorithme de big data. Aucun. Mise dans un pool, elle se met à être intéressante parce qu'on peut commencer à faire de la statistique. C'est que quand on a le pool qu'on peut en tirer parti. Alors comment faire? Une bonne analogie, je pense, comment faire par exemple pour avoir les bonnes compensations, rétributions et qui sait quoi. Dans le domaine des données personnelles, qui est un sujet plus sensible que celui des données professionnelles, enfin des données secteurs, il y a eu le débat, et même certains, y compris parmi mes collègues, proposant d'évoluer vers des modèles de tarification des données personnelles. Je confie mes données à un acteur, et puis j'obtiens une rétribution en échange, qui me semble poser bien plus de problèmes que d'avantages. En premier, parce que comment on va calculer la valeur, ça va dépendre du moment, on ne sait pas ce qu'on cherche a priori. En second, parce que données privées, c'est quelque chose de très personnel et ce qui choque, c'est quand quelqu'un en tire un bénéfice financier sans qu'il y ait de retombées pour nous, mais si on le financiarise nous-mêmes, c'est comme si on vendait une partie de soi, en tout cas des informations personnelles. Et là, vous pensez à Gaspard Koenig, pour être très clair. Gaspard Koenig, oui, et puis quelques-uns qui sont... C'est un courant respectable, intelligent, mais je pense vraiment que ça pose beaucoup plus de problèmes que ça n'a d'avantages. Et je pense qu'il y a une bonne analogie à tirer avec l'assurance, même si ce n'est pas les mêmes finalités. L'assurance, c'est aussi quelque chose qui n'a de sens que quand c'est collectif. C'est un partage de quelque chose qui est subtil, qui est le risque. C'est dire, OK, moi, toi, etc., on ne sait pas qui va profiter, mais on va mettre quelque chose en commun. Et ce quelque chose, ça sera un risque, de sorte que le jour où un problème nous arrive, eh bien, c'est le pot commun qui va servir à nous rétribuer. Et ça ne marche que s'il y a de la solidarité. Les données, c'est un peu comme ça. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que la façon la plus simple de voir le bénéfice, c'est dire avoir accès à des logiciels ou solutions qui marchent. Mais disons, vous êtes adhérent à une solution plateforme, si on veut. La plateforme s'occupe, selon des conditions de sécurité, ce qu'on veut, de tirer parti de ce que vous êtes beaucoup à participer. Il y a un avantage qui arrive au sens où vous pouvez utiliser les outils qui en résultent, mais c'est que le fait que vous participiez à une expérience collective qui apporte cette possibilité. Et donc là, on voit cette chose très importante, c'est que c'est seulement la mise en commun qui apporte de la valeur. Fabrice, vous souhaitiez réagir? Il y a le bien commun et la mise en valeur, la mise en commun des données qui apportent une forme de valeur. On revient après à la problématique de l'entreprise qui, elle, se dit, mais à la fin, moi, j'ai un coût de production. Et donc, il faut que ce coût de production, j'ai un retour sur investissement qui soit plutôt dans
dans mon année, mon année de trésorerie, et pas peut-être un service qui va arriver plus tard. Donc pour nous, il y a 2 niveaux de valorisation des données. Il y a une valorisation, on va dire, long terme, construction commune, mise en commun des données, pour qu'en fait, il y ait une production intelligente sur la quantité de données. Et il y a une valorisation plus court terme, qui est ce qu'on appelle, nous, une financiarisation des données, qui est une mise à disposition des données qui sont bloquées dans les entreprises, parce que les entreprises voient ça comme un asset de la société et ne veulent pas les lâcher tant qu'il n'y a pas une rétribution plus matérielle, plus proche en fait. Et donc il y a deux leviers. Il y a la mobilisation pour mettre en commun et aussi l'incentive, la motivation individuelle, par le niveau entreprise, pour libérer plus facilement avec cette question de répartition de la donnée, de la valeur sur la chaîne de la valeur. En fait. On considère qu'on a traité le cas de la donnée. Jérémy, très concrètement, si on regarde un peu les outils que vous développez, c'est quoi ? Donc nous, c'est des outils essentiellement de simulation de situation. Donc en fait, on a deux types d'outils qu'on développe. Il y a des outils qu'on développe avec le Crédit Agricole, donc je pense qu'on va peut-être en parler juste après, qui sont des outils de simulation d'activité, de simulation d'investissement, de simulation de risque, etc. et qui sont plutôt dans des logiques pour aider les agriculteurs à mieux collaborer avec leurs conseillers bancaires pour justement être capable de simuler des situations, de se projeter, de faire des prévisions, etc. Il y a un vrai sujet. Enfin, moi, je crois beaucoup à la simulation dans le secteur agricole. Je pense que ce mot, il est très porteur. Hein. On n'est pas forcément dans de l'optimisation absolue. On est plutôt, comme c'est un secteur qui bouge beaucoup et où il y a beaucoup d'aléas, l'idée de simuler, de resimuler, de simuler tout le temps, à différentes étapes, c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est ça qui est le bon cas d'usage. Et donc, on le fait avec le Crédit Agricole dans le cadre d'expérimentation qu'on mène sur le terrain pour simuler des comportements d'exploitation agricole. Et on le fait dans l'agro-industrie. Et donc là, on est plus dans la chaîne agroalimentaire, donc ce que je vous citais tout à l'heure, c'est-à-dire typiquement comment vous faites collaborer un secteur agricole qui est soumis à beaucoup d'aléas avec des exigences industrielles. Donc ça va être par exemple de la planification de collecte, ça va être de la prévision de rendement, ça va être de l'optimisation des décisions d'approvisionnement dans des usines, etc. Donc c'est des outils qui sont très opérationnels, qui outillent qui outillent des experts de supply chain, des experts de qualité, hein, comment vous pilotez la qualité sur toute la chaîne de bout en bout sur une filière en fait. Ça veut dire que dans une chaîne, dans une filière, entre les différents engrenages, il y a de la compétitivité, de l'optimisation à récupérer ? Tout à fait. Donc moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'un des grands facteurs de productivité et de compétitivité dans les prochaines années, c'est de faire collaborer tout le monde. C'est ce qui s'est passé dans l'industrie aéronautique ou dans l'industrie du transport. À une époque, on fabriquait des avions, entre guillemets, chacun dans son coin en silo. Et puis à un moment, sont arrivés des outils de simulation collaborative où, en fait, non seulement vous avez de la puissance calculatoire, mais vous la partagez. Vous faites travailler tout le monde autour d'un même référentiel, d'une même simulation, et tout le monde est responsabilisé. Et vous pouvez arriver à faire collaborer non seulement tous les gens d'une coopérative, y compris les producteurs, y compris leurs transporteurs, y compris les industriels. Vous voyez. Et moi, je pense qu'on va vers ça. La bonne métaphore qui me porte, c'est l'aviation civile. Des algorithmes partout, de la collaboration mondiale. Peut-être que demain, l'agriculture et l'agro-industrie, ce sera ça. En tout cas, c'est Raphaël, puis Cédric. Oui, juste en rebond, la bonne nouvelle pour l'agriculture et la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de parties prenantes. Et il y a parties prenantes, c'est l'exploitation elle-même, c'est l'industrie, les coopératives, c'est évidemment tous les banques, les assureurs, les experts comptables, les centres de gestion. Donc c'est énormément de données. Et donc on voit bien tout l'intérêt évidemment de croiser, de rassembler, de regarder autrement ces données. Je ne reviens pas sur la difficulté liée à la confiance, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, et ça c'est évidemment essentiel, et puis également au caractère légal et la protection très simple des données. Les données, elles appartiennent à nos clients. Mais au-delà, et nous concernant évidemment, ça ne vous a pas échappé que nous avons beaucoup de données. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui banquiers de 8 agriculteurs sur 10, évidemment très présents part de marché financier à 35% dans l'industrie agroalimentaire. Nous assurons 30% des exploitations en France. Enfin, donc nous avons beaucoup de données. Et ça nous fait dire aussi qu'il faut aussi mettre beaucoup d'intelligence dans l'usage. Et c'est ça que nous expérimentons avec The Green Data depuis 3 ans. La simulation est un de ces usages.
c'est comment rendre cette donnée utile. C'est une question qu'on ne se posait pas forcément, en tout cas pas dans ces termes il y a quelques années. Et pour venir à des expérimentations très simples, donc pour illustrer, la caisse régionale d'Ille-et-Vilaine, avec l'accord et sur la demande d'un certain nombre de ses clients et l'accord du centre de collecte de lait, rapproche les données bancaires et les données centre de collecte pour simuler l'impact de choix techniques sur la trésorerie. Donc on simule la trésorerie pour mieux choisir ça. Voilà, et inversement. C'est-à-dire qu'on peut vérifier l'impact de choix techniques en disant quel impact pour ma trésorerie et inversement. Voilà. Donc on a cet exemple très, très simple et ce qui est intéressant, c'est de vérifier avec l'exploitant que ça lui est utile. Et pour le coup, on le vérifie quand l'exploitant, au travers des données qu'on lui restitue, qu'il connaissait quand elles sont primaires, de lui-même est capable de les interpréter et de prendre des positions ou de prendre des options de gestion différentes. Et là, c'est, je pense, pour ce qui est de cette expérimentation avec la caisse d'Ille-et-Vilaine, c'est extrêmement intéressant et prometteur. Un autre exemple, peut-être si Laurence Lebrun veut bien dire un mot, Laurence est directeur général de la Caisse régionale de Val-de-France, qui abrite d'ailleurs un village bike agricole qui est dédié à l'agriculture agroalimentaire, donc accueille des startups, mène aussi une expérimentation avec The Green Data sur des données cette fois-ci bancaires, Laurence. Oui, bonjour. Donc, la Caisse Val-de-France, c'est une caisse régionale qui est sur l'Eure-et-Loire et sur le Loir-et-Cher et qui a connu au printemps 2016 des inondations très importantes. Si vous vous rappelez, c'est la période où la 10 a été bloquée pendant une semaine. Et l'Eure-et-Loire, c'est 77% de surface agricole, donc à peu près 25% de plus que la moyenne française. Et ces surfaces agricoles, c'est 86% des surfaces céréalières. Donc l'impact du coup d'un printemps extrêmement humide et des inondations a eu pour nous un impact considérable en baisse de rendement, mais aussi en qualité. Et c'est une situation qu'on n'avait pas connue depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, tout le monde se posait la question, finalement, de quel allait être l'impact pour l'économie de l'Eure-et-Loire de cet épisode climatique et, bien sûr, l'impact sur la qualité économique et financière de nos exploitations agricoles, mais aussi de toute l'économie du territoire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucun moyen de prédire l'impact économique réel. Il ne fallait pas être grand devin pour savoir que ça allait être compliqué, mais on ne savait absolument pas chiffrer quel allait être l'impact sur la trésorerie, à quel moment cela allait se produire. Et donc, à l'époque, il y avait The Green Data qui était hébergé au village et qui cherchait à pouvoir confronter ses idées avec l'expérimentation terrain. Et donc, on a décidé de mener des expérimentations, des proof of concept, comme on dit, qui consistent en anonymisant toutes les données agricoles de notre système d'information, à essayer de simuler, donc d'abord d'analyser, de mettre en algorithme, et puis ensuite de simuler les différents impacts, que ce soit des impacts climatiques, des impacts de qualité, des impacts de prix, sur la situation de trésorerie des entreprises agricoles. Donc voilà un usage qui est finalement venu d'un besoin très concret pour nous. L'objectif, c'est effectivement de donner des outils de conseil à nos conseillers, mais aussi aux agriculteurs, pour les aider dans leurs décisions d'investissement, dans leur gestion de trésorerie au quotidien. Et je rebondis sur ce que vous disiez, Monsieur Moreau. On est aujourd'hui peut-être un peu bloqué par le manque d'échange de données au niveau de la filière. Donc on est au niveau des données du système d'information bancaire et on a du mal à se faire confiance au niveau de la filière pour partager plus globalement les données et donc enrichir nos domaines, nos algorithmes, nos simulations. Voilà. Alors, on a une petite vidéo à voir. Juste avant, un mot de réaction, Cédric. Oui, c'est juste avant aussi de devoir m'éclipser. Le jour où j'ai dû faire la remise officielle du rapport et la présentation devant le président, j'avais insisté sur 3 mots-clés. Il y avait le partage que nous avons évoqué longuement ici, il y avait la souveraineté que nous avons aussi évoqué, et le 3e mot-clé, c'était l'expérimentation. Et justement, c'est le mot qui vient de s'inviter dans les 2 interventions qu'on a entendues à l'instant, et c'est très important. Avant de développer un outil et de le tester, vous n'êtes jamais vraiment sûr en IA si ça va fonctionner ou pas. Et ce n'est pas la question de savoir si l'algorithme en tant que tel est efficace, c'est la question de savoir si appliqué à la vraie vie,
il va être utile ou pas. Et on a vu bien des déconvenues et des bonnes surprises aussi au cours des dernières années dans plein de secteurs. Pour donner d'autres exemples, quand les grandes bases de données génétiques sont arrivées, on a pensé que c'était tout de suite la révolution par rapport à la médecine de précision. Et pour l'instant, on est encore en train de se creuser la tête pour savoir comprendre comment on va vraiment utiliser les données génétiques, qui pour l'instant améliorent que marginalement la qualité des soins qu'on peut dispenser. Il n'y a pas longtemps, il y avait une grande expérimentation qui avait été faite par Pôle emploi avec différents outils basés tous sur de l'IA d'aide à la recherche d'emploi. Et globalement, les résultats ont été décevants. Il y a un ou deux logiciels qui ont bien fonctionné et sur lesquels on n'aurait pas misé beaucoup d'ailleurs au départ, peut-être parce qu'ils n'étaient pas du tout faits de la façon naturelle. C'est pas que le logiciel avait des bugs et tout, c'est juste que c'était pas une méthode qui était efficace par rapport au comportement des humains. Et sur ce sujet-là aussi, les mêmes choses vont se faire. Si il n'y a pas des exploitations agricoles ou des filières qui se mettent dans le jeu pour aussi faire l'expérimentation en collaboration étroite avec les développeurs, on n'aura juste pas les bons outils ou on ne pourra pas trouver les bonnes façons de prendre les problèmes. Raphaël Laperte, il a parlé justement de la RGPD. Pour vous, concrètement, quel impact ? Très simplement, pour nous, c'est un cadre, des repères. On est très à l'aise avec ce cadre, tout simplement parce que la protection des données, la sécurité, c'est notre métier depuis des années. Et évidemment, nous sommes tiers de confiance pour nos clients. Donc, pour nous, c'est un cadre qu'on respecte sans difficulté. Et nous avons d'ailleurs anticipé il y a 2 ans avec la mise en place et un développement d'une charte éthique des données qui va au-delà, et qui nous donne un peu un code de conduite pour l'usage de ces données, qui passe toujours évidemment par l'acceptation par nos clients. Emmanuel Vauquelin, ce que vous m'avez dit en préparant ce plateau, c'est de dire que l'intelligence artificielle, et ça c'est une approche qui est vraiment nouvelle, c'est de dire que quelque part, ça vous permet d'être meilleur en agronomie, dans votre métier, on va dire, dans le fond. Pourquoi ? Ça me permet en fait de mieux comprendre le vivant, d'aller plus vite, de pouvoir confronter, d'être toujours à l'optimum de ma culture, parce que je vais par exemple prévoir un 90 quintaux d'objectif rendement, et en permanence, grâce à ces technologies, je vais pouvoir réadapter mon rendement au fur et à mesure de l'optimum de la culture, tout en pouvant choisir en ayant l'optimum économique et aussi en pouvant prendre en compte l'environnement. C'est un peu comme tout à l'heure la simulation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous fixez 90 quintaux en théorie, en vous disant voilà je mets tout ce qu'il faut, l'engrais, etc. pour 90 quintaux, et puis après vous espérez que vous arrivez. Là vous pensez que ça va s'optimiser en fonction des données météo, par exemple ? Ouais, je dirais qu'aujourd'hui il y a énormément d'éléments qu'on ne connaît pas au niveau de la production. Là, je vais dire, grâce à ces technologies-là, il n'y aura presque plus que le facteur météo qui sera limitant. Oui. Par contre, je voudrais ajouter quand même quelque chose parce que on a quand même aujourd'hui une variabilité entre les agriculteurs et toutes ces technologies-là, elles vont quand même accentuer la disparité entre les agriculteurs. Entre l'agriculture de proximité et l'agriculture industrielle. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut accompagner l'agriculture à toutes ces nouvelles technologies, parce que pour bon nombre d'entre nous, ça nous fait peur. Jean-Baptiste Moreau, votre avis ? Non, c'était exactement le sens de l'intervention que je voulais faire, revenir un peu aux pratico-pratiques en fait, et dire que sans doute l'intelligence artificielle, c'est sans doute aux producteurs qu'elle serait la plus utile à l'avenir et aux agriculteurs, puisque effectivement, comme le disait monsieur, que ce soit en matière d'itinéraires culturaux ou même en matière de conduite d'élevage, je pense qu'on a tout intérêt à aller, étant donné la difficulté de la prédictibilité à la fois des rendements, mais à la fois de la santé de son troupeau, de tout un tas de paramètres de production, je pense que l'intelligence artificielle, elle peut en premier lieu être utile aux producteurs, et dans ce sens-là, c'est pour ça, pour moi, après la commercialisation des données est secondaire pour moi. Le producteur, s'il y retrouve un intérêt au niveau de sa conduite et de son mode de production, peu importe à la limite qu'il commercialise ou pas ces données, si l'utilité, elle est pour lui. Par contre, si l'utilité, elle est pour le niveau d'au-dessus, l'industriel ou la grande distribution, là, on est sur d'autres paramètres et sur d'autres prises en compte des coûts. Et là, effectivement, s'il doit y avoir création de valeur au sein de la filière, il faut qu'elle soit équitablement partagée
pas comme c'est le cas depuis 40 ans, mais que le producteur retrouve une partie de cette création de valeur. Par contre, sur les données purement techniques et purement, on va dire, opérationnelles, je pense qu'au niveau de la profession agricole, on a des questions à se poser à ce niveau-là pour mutualiser entre nous l'ensemble des données et permettre justement d'avoir un retour sur de la technique proprement dite, de la conduite culturelle, mais aussi de la conduite d'élevage, de la conduite dans l'ensemble des productions. Je pense qu'on a tout à gagner à utiliser davantage ces données et à se servir de l'intelligence artificielle qui, bien des fois, permettra de s'abstraire, on va dire, de l'affect qui peut être lié parfois à nos métiers et qui parfois trouble un peu nos visions, ou de l'habitude aussi, qui parfois trouble un peu notre façon de gérer nos exploitations. Jean-Baptiste Moreau-Jamais, vous êtes très direct. Qu'est-ce que vous voulez dire depuis 40 ans, la donnée est collectée, pas partagée ? La valeur créée au sein de la filière n'est pas partagée, non. Enfin, je veux dire, c'était d'ailleurs tout l'esprit des États généraux de l'alimentation. On voit bien que les revenus de la grande distribution ne sont pas tout à fait les mêmes que les revenus des agriculteurs. Donc à partir de là, on peut douter du partage de la valeur, effectivement. Il ne faudrait pas que ça soit refait pour la data.